L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est de retour pour un nouvel épisode. Et cet épisode, ça faisait un moment que je l'avais en tête, mais je ne savais pas si j'allais le faire un jour. Et je vais déjà commencer par introduire l'invité. Christophe, comment tu vas ? Ça va, super. Super heureux d'être ici. Moi aussi. En ta présence, c'est cool. Ouais, ça alors, on va parler de plusieurs choses, hein, évidemment. Mais pour que les gens, surtout, ils restent dans l'épisode avant qu'on aborde les sujets qui sont les principaux de cet épisode. Alors, pour introduction, Christophe et moi, on était à l'école ensemble, au lycée, école de commerce, puis ensuite HEG, etc. Et puis ensuite, on a chacun démarré nos vies professionnelles, etc. Toi, tu es parti aux États-Unis, c'est juste ? Ouais, exactement. En 2013. Miami. Ouais. Quelle Miami vie. En 2013. Ok. Et puis, juste pour que les gens comprennent de quoi on va parler, qu'est-ce qui se passe après quelques années à Miami ? Alors, après quelques années, donc je suis resté de 2013 à 2016 à Miami. Et en 2016, en fait, c'est vrai que je commençais à avoir un travail très prenant. Et en fait, on m'a diagnostiqué avec un cancer de stage 4, en fait. Sur combien ? Il y a combien de stages ? C'est le dernier stage, en fait. C'est ok. vraiment un peu, comme on peut dire, la dernière étape, quoi. Il faut faire quelque chose. Sinon, c'est un peu la galère. Ouais. Donc, c'est là que... Ça, c'est en 2016, t'as dit ? Ça, c'est en 2016. Ok. Et il faut savoir que tu es à Miami. Toi, toute ta famille est en Suisse ou en Europe. Tout à fait. Et toi, tu apprends ça. Les premières choses auxquelles tu penses, c'est quoi ? C'est évidemment te soigner, mais tu te dis, je vais rester aux US. Tu te dis, je vais aller en Europe. Tu te dis quoi à ce moment-là ? Parce que finalement, on n'a jamais appris comment aborder une maladie, en fait. Ouais, bah écoute, ça s'est fait en 2 étapes, en fait. La première étape, c'est déjà le premier diagnostic potentiel, en fait, où là, ils avaient fait quelques analyses et potentiellement, ça pouvait être, en fait, ce problème. Et donc là, déjà, il y a un peu un stress qui monte, mais tu te dis que ça peut être également d'autres choses, comme le médecin en discutait. Donc, il n'y avait pas encore forcément une certitude. C'est vrai qu'après, on a poussé un peu les analyses, notamment une biopsie, où en fait, ils viennent chercher un morceau pour vraiment analyser ça en laboratoire. Et c'est là que la nouvelle tombe. Et en fait, ils m'ont appelé pour m'annoncer la nouvelle. Et, toi, t'étais au boulot et tout ? Et j'étais au boulot. Ouais. Ah ouais. Ce jour-là, j'étais au boulot. J'étais dans mon bureau. Et je reçois l'appel. Et donc là, je vois que c'est le médecin et je me dis c'est pour m'annoncer la nouvelle, donc je vais descendre. Donc en même temps je descends de l'immeuble. On était au 8e étage d'une tour et il m'annonce ça au téléphone. Et là franchement c'est un moment en fait très bizarre parce qu'il y a tellement de choses qui se passent mais en même temps rien du tout. Donc j'entends la nouvelle et le reste je l'entends plus en fait. Parce que physiquement, à ce moment-là, physiquement, tu te sens comment ? C'est-à-dire qu'elle est là, mais tu la sens pas vraiment. La maladie, elle est là, mais tu la sens pas vraiment, ou tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas ? Écoute, c'est très subtil dans le sens où il y avait beaucoup de fatigue, mais après c'était lié principalement, moi comme je me disais, c'était lié au travail en soi, parce que c'est vrai que j'avais un travail très prenant, à voyager 80% du temps dans les aéroports, partout aux États-Unis, en Amérique centrale. Donc il y avait grosse partie de stress, et donc la fatigue, je le mettais là-dessus. Et après, ce qui a vraiment changé le truc et la donne, en fait, c'est que j'ai commencé à ressentir certains symptômes au niveau du cou. Donc il y avait comme un peu un élargissement au niveau des ganglions, comme une petite boule. Et ça, c'est mon boss avec lequel je travaillais qui m'a fait remarquer ça, en fait, quand on était en voyage ensemble. Ah ouais. Donc c'était visible, quoi. C'était visible. Et moi, je l'avais même pas vraiment senti, en fait. Je l'avais pas senti avant. Et donc après, j'ai commencé à toucher tout ça. Et
en effet. C'est là qu'on a commencé les analyses. Mais au final, en soi, il n'y avait pas d'autres symptômes. Ouais. Il n'y avait rien de spécial qui pouvait me laisser imaginer. Voilà, qu'il y avait un souci, quoi. À part de la fatigue et du stress, quoi. C'est ça. Et puis du coup, tu expliques là que le médecin il te l'annonce. Et là, du coup, il y a un traitement qui démarre. Mais à ce moment-là, tu as le choix de rester aux États-Unis ou pas? Ouais, en fait, c'est ça où c'est assez complexe parce que, en fait, j'ai été dans une position où on t'annonce ça, stage 4. Ouais. Tu vois le scanner, il y en a partout. Ouais. Franchement, normalement, c'est plutôt blanc le scanner. Là, tu vois des taches noires partout. Ouais. Donc, tu te dis, mais attends, c'est pas normal. Là, il y a un truc il y a un truc qui joue pas. Ouais. Et donc, le docteur, voilà, il est un peu dans le stress, clairement, à me dire, il faut vraiment qu'on commence un traitement rapidement, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans cette situation, moi, j'ai pas trop réfléchi. Ouais. Voilà, les docteurs, on les voit comme un peu les grands gourous, quoi. Ouais, c'est eux qui savent, c'est eux qui décident. Et je me sentais pas du tout en position de force par rapport à la situation. Donc en fait, je subissais vraiment la situation. Et je me suis laissé porter, en fait, comme je pouvais. Ouais. Et donc, on a commencé les traitements vraiment très rapidement, quoi, en l'espace d'1 semaine et demie. Donc, la question de rentrer en Europe, elle n'est jamais vraiment venue, en fait. Elle n'est pas vraiment venue. Et je pense qu'il y avait aussi une partie de moi qui avait peut-être pas trop envie parce que c'est aussi lourd, déjà pour moi, mais c'est aussi très lourd pour l'entourage. Et c'est vrai que ça, c'est également un élément au final que je me suis dit, je suis pas sûr que ça soit la bonne idée, quoi. Parce que en ce moment, j'ai vraiment besoin d'être présent pour moi. Ouais. J'ai besoin qu'il y ait des personnes qui soient aussi présentes pour moi, mais de la façon plutôt, on va dire, réconfortante. Ouais. Et c'est vrai que la famille était plus dans la peur et de ne pas savoir ce qui allait se passer. Mais c'est vraiment une question que je voulais te poser, c'est que est-ce que tu as été dans la situation où tu devais rassurer des gens autour de toi alors que c'est toi qui avait peur enfin, je ne vais pas dire que les autres n'avaient pas peur pour de vrai, mais c'est toi qui affrontais le truc, tu vois. Très clairement. Ouais. Franchement, ça a été... Et encore maintenant, ouais. Tu sais, encore maintenant, c'est des situations, en fait, où moi, j'ai eu un certain recul, mais c'est vrai qu'au début, oui, il y avait des personnes... et c'est ça qui était prenant au niveau de l'énergie, parce que déjà, il faut donner des nouvelles. Il faut donner. C'est vrai qu'il y a tellement de gens qui s'inquiètent, que ce soit les amis, la famille. Et tu as quand même envie de leur partager ce qui est en train de se passer. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, j'ai senti que les personnes autour de moi étaient encore plus inquiètes que moi-même, au final. Moi, parce que tu vois, je vivais le truc. Donc oui, c'était compliqué, le traitement, etc. Mais tu sentais que les personnes autour de moi qui ne savaient pas comment faire, notamment ma famille, parce qu'au final, ils n'étaient pas présents. Donc, ils ne savaient pas comment m'aider, tout simplement. Donc, c'était très compliqué pour eux. Ouais. Vraiment compliqué. Et là, je vais poser une question. C'est important que je précise quand même qu'on en a parlé plusieurs fois avec Chris. C'est pour ça que je serai à l'aise de poser certaines questions. Mais au moment où tu commences ton traitement, est-ce que tu y crois à 100%? Toi, tu es dans quel mental, en fait, à ce moment-là? Parce que c'est des traitements lourds. Hein, donc, toi, tu te dis, ça va le faire. Tu te dis quoi? Là encore, je crois que j'ai pas trop réfléchi. Juste y va, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... je me suis laissé porter. Ouais. Mais oui, il y avait une partie de moi qui était... Oui, ça va marcher. Ouais. Ça va le faire. Il n'y a pas de souci. On va remonter cette pente. Mm-hmm. Mais en fait, c'est plus la rapidité dont tout s'est enchaîné. Ouais. Que je me suis pas laissé le temps en fait de juste me poser 5 minutes et de me dire attends, j'en suis où là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis aux États-Unis, on m'annonce un cancer, stage 4, toutes ces choses qui sont venues tellement rapidement en fait, parce que j'avais aussi déjà un rythme de vie qui était tellement accéléré que c'était complètement chamboulé, quoi. Et donc oui, j'étais très positif en soi. J'ai gardé cette positivité. Mais c'est vrai que oui, il y a eu des moments très compliqués, surtout au début,
parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné, les traitements en soi, c'est très lourd, quoi. Ouais. C'est de la chimio. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je prenais jamais vraiment de médicaments par le passé. Okay. Donc d'autant plus un grand gaillard, pas très gros, des traitements comme de la chimio, en fait, c'est une bombe nucléaire dans le corps, quoi. Donc que ça soit positivement, mais également négativement sur tous les plans. Donc ça a été vécu. En fait, le traitement en soi n'était pas un des plus lourds qui peut exister dans les traitements, mais du fait de ma situation, ça m'a vraiment ravagé au niveau du corps. Ouais. Et en fait, j'ai terminé énormément de fois aux urgences dans les premières semaines à chaque fois. Parce qu'en fait, le traitement était trop fort pour moi et on n'a pas pu en fait garder un rythme qui permettait de faire soi-disant toutes les 2 ou 3 semaines le traitement. Parce qu'à chaque fois, j'avais des symptômes énormes, quoi. Des fièvres. Des symptômes, des effets secondaires, du traitement. Etc. Ouais. Et donc, que ça soit de la fièvre, mais des fièvres, plus de 40 degrés, où au final, tu es obligé d'aller aux urgences, quoi. Parce que tu as la tête qui tourne et tu comprends plus ce qui se passe. Ouais. Donc, et puis quand tu affrontes tout ça, alors comme on l'a dit, tu as grandi en Suisse, etc. Et tu étais à Miami, mais là tu as des gens un peu autour de toi ou comment tu gères ça? Alors justement, j'ai des Skype avec la famille, etc. Ouais. Écoute. RIP Skype d'ailleurs, hein. J'ai vu que Skype, les premières fois qu'on a parlé, c'était grâce à Skype à cette période-là, mais ils viennent de fermer là. C'est ça, j'ai vu ça. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Génération Skype. La carrière de LeBron James est plus longue que la vie de Skype. C'est réel. Ouais, je crois que c'est pour beaucoup de choses, avec la carrière de LeBron James. Mais bon, bref, revenons à tout ça. Attends, qu'est-ce qu'on disait? Justement, la famille, le soutien autour. Ouais. Alors moi, j'étais en couple justement à cette période. Okay. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma relation, en fait, la personne qui m'accompagnait, c'est vrai qu'il y a eu un soutien magnifique de sa part, inconditionnel, vraiment très très bienveillante sur tout ce que j'ai vécu. Et franchement, c'est pas facile, tu vois. Parce que quand j'ai été diagnostiqué, j'avais 27. Donc elle avait 28 ans. Donc c'est quand même un âge où tu es en train de construire ta vie, il y a plein de choses qui se passent, tu déménages dans un autre pays, tu vois ce que je veux dire, ça. Donc pour ça, j'ai été super bien entouré, rien que déjà avec elle. Après, il y avait tout mon entourage au niveau du travail aussi, où vraiment ils ont été top, notamment mon boss, qui ont vraiment en fait créé une bulle autour de moi pour que je sois vraiment dans un environnement sain et que je puisse me concentrer sur moi. Donc ça, vraiment, je suis très reconnaissant par rapport à ça. C'est beau. Notamment du fait que j'étais aux États-Unis, donc on ne sait jamais, tu vois, les États-Unis, on a honnêtement, moi, je crois que c'était les premières questions que j'avais pour toi. C'était genre, mais pour moi, tu pouvais te faire licencier en fait. Et c'est possible. Okay. C'est exactement ça. En fait, tu signes pas vraiment un contrat. Donc en fait, ce que j'ai signé, c'est tu signes ton salaire et ta position, mais il n'y a aucune sécurité. Donc ça va dans les deux sens. Tu peux partir du travail du jour au lendemain, mais tu peux te faire licencier, comme tu l'as dit, du jour au lendemain. Donc après, tu vois, ça m'est même pas vraiment passé par l'esprit parce que le focus était tellement dans la guérison que je me suis dit, bon, écoute, ça, il y a là quand on verra ça à côté. Mais du coup, c'est l'entourage du travail, ta compagne de. Et puis la famille, ils ont voulu être présents aussi physiquement, ils sont venus, mais c'était limité parce que j'avais ma vie en couple également, donc forcément on peut pas non plus vivre avec sa famille indéfiniment, donc ils sont venus là nous apporter leur aide aussi comme ils pouvaient. Donc voilà, mais d'un autre côté, tu vois, comme je disais, je crois que j'avais aussi ce besoin d'être pas isolé, mais aussi un peu à distance de ma famille, parce que ça pouvait aussi m'impacter énormément. Donc je crois que j'avais besoin aussi de cette distance. C'est peut-être de l'énergie que tu... Alors ça semble difficile à dire comme ça, parce qu'évidemment la famille, elle veut être là, te soutenir, mais en même temps c'était une manière de te protéger toi. C'est ça. Mais j'ai une question qui vient de ce côté, avant qu'on avance. Et je pense que c'est vraiment ta réponse, elle pourra aider beaucoup de gens, je pense, dans le futur. C'est quoi les réactions qui ont agacé quand tu annonçais la maladie?
Parce que tu vois, on ne sait pas trop comment répondre à ça. Enfin, je sais pas. Donc, quand des personnes me posaient la question ? Ouais, quand ils te posaient la question, ou alors quand tu annonçais à des gens que tu étais malade, finalement, c'est quoi que tu as envie d'entendre à ce moment-là ? Alors, moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est du soutien et surtout pas de la pitié, en fait. La pitié, pour moi, ça fait pas du tout avancer. Ouais. Ça reste justement dans un état de faiblesse et de maladie en soi. Mm-hmm. Et honnêtement, après, c'est mon cas particulier. Il y a des gens qui préfèrent rester dans ce schéma. Mais pour moi, c'était important de justement être vu comme quelqu'un de normal, en fait. Ouais. Ce que tu as toujours été. Ouais, c'est ça. Ouais. Et souvent, on affiche en fait une personne malade comme... on la sépare, en fait. On la met dans un autre cadre. Et ça, maintenant, je peux le dire très clairement, il faut faire attention à faire ça. Ouais. C'est dangereux. Parce que déjà la personne en soi, enfin moi je me suis senti déjà dans une autre case. Mm-hmm. En fait, tu t'identifies par rapport à la maladie et c'est difficile en fait de s'enlever ça de l'image de soi. Et c'est vrai que encore maintenant, c'est toujours le cas parce que voilà, j'ai eu un vécu par rapport à ça et donc les gens me demandent toujours comment ça va, comment ça s'est passé, etc. Donc il y a une forme d'identité qui se crée par rapport à ça. Et en fait, c'est important de se détacher de cette identité, de 1. Et de 2, pour moi, personnellement, c'était vraiment... non, je ne veux pas de ta pitié. Oui, je suis en train de vivre quelque chose, c'est une expérience. Mais c'est comme je t'ai dit aussi avant qu'on enregistre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait part du fait que « mais t'as pas de chance, pourquoi ça t'arrive aussi jeune ?» tout ce que tu traverses, etc. Et au final, ce qui est encore difficile à comprendre pour la majorité des gens, c'est que moi, ça m'a servi comme un tremplin, parce que je ne pouvais pas en fait continuer d'avoir la vie que j'avais par le passé. Donc, en fait, je le vois comme une expérience positive, même s'il y a des moments douloureux, difficiles, encore dernièrement. Mais en fait, ça m'a permis ça a été mon chemin en fait d'évolution de ma vie et en fait je suis reconnaissant de tout ce qui a pu se passer malgré qu'il y a eu des moments compliqués. On va continuer mais ça m'amène une question. Tu as 25-26 ans, tu vis à Miami, tu as un super job, tu voyages partout. En vrai, si on nous avait demandé le job qu'on voulait après nos études, c'est ça qu'on voulait. C'est vraiment ça qu'on voulait. Ouais. Et finalement, ça a sûrement été l'un des symptômes ou une des choses qui a provoqué la maladie. Et du coup, comment est-ce que tu as fait la paix entre les deux ? En fait, comme tu le dis, je crois que oui, il y avait cette image par rapport à voilà, ce qu'on apprend, ce qu'on a l'image de ce qu'on veut devenir, d'avoir de l'argent, de voyager, de ci, de ça. De partir à l'étranger, de voir le American Dream. Donc il y a tout ça qui prenait forme en fait. Et c'est vrai que l'évolution a été très rapide aux États-Unis. Et j'étais content de ça. Mais d'un autre côté, je me sentais pas vraiment aligné à tout ce qui se passait. Ah ok. Donc il y avait ce sentiment-là avant l'annonce de clairement. Okay. Parce que j'étais pas à l'aise en fait. J'étais pas à l'aise avec tout ce qui était en train de se passer. Il y avait une partie de moi, je pense, plutôt égoïque qui était vraiment mais c'est bien, tu vois, on t'a toujours dit, tes parents, vas-y, prends un bon boulot, etc., gagne ton argent, va vivre à l'étranger. Mon père me disait toujours, tu vois, t'as le passeport américain, ça serait cool quoi, de retourner aux États-Unis, d'en profiter. Et donc, j'ai l'impression aussi d'avoir vécu ma vie aussi à travers en fait les projections des autres, aussi beaucoup. Et donc, voilà, ça en est arrivé jusqu'à un point de non-retour. Au final, le stress, l'alignement était tellement déséquilibré que ça me convenait plus du tout. Et en fait, c'est un signe de mon corps qui m'a dit, mais gros, arrête. C'est aligné avec une de tes idées déjà, en fait, alors du coup. Ouais. Et donc, à un moment, ton corps te dit, stop, quoi. Stop. Enfin, il y a toujours en fait maintenant je l'ai compris, si tu as un symptôme ou quelque chose qui est en train de survenir dans ton corps, c'est vraiment un signe pour te faire remarquer que c'est pas anodin. C'est pas anodin quoi. Soit il faut changer quelque chose, il faut peut-être se remettre en question, mais il y a un message derrière. Toujours, il y a un message. Et donc
qu'il y a des gens qui ne cherchent pas à l'écouter. Moi, tu vois, clairement, au final, on a dû aller jusqu'à un point où c'était compliqué à intervenir. À intervenir. Donc, j'ai un peu fermé les yeux, on va dire, et fermé les sensations par rapport à mon corps. Mais au final, je crois que c'est important de s'écouter, très clairement. Très, très, très clairement. Donc là, tu démarres ta chimio. Comme tu dis, tu souffres parce que c'est beaucoup trop fort. Et les mois qui suivent, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va dans le bon sens? Si tu devais faire une sorte de fast-forward, l'anglicisme avec toi, je peux. Hein. Ah oui, tu peux. Oui. Ça devrait aller. Je crois que ça devrait aller. Donc, si on fait un fast-forward, comme j'ai dit, ça se passe comment? Comment ça évolue? Écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les traitements étaient tellement forts que j'ai pas pu tenir le rythme qui m'avait imposé, qui m'avait prescrit. Et au final, ça n'a pas eu les résultats escomptés après plusieurs mois. Donc en gros, ils ont dû basculer sur quelque chose de plus fort et on est parti sur une greffe de cellules souches, donc de mes propres cellules. Ok. Donc ça, c'était une expérience vraiment très, très intense. Très, 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 très intense dans le sens où en fait, c'est une hospitalisation de 4 à 6 semaines dans une chambre complètement isolée où pratiquement personne ne peut venir te voir ou alors en combinaison d'astronaute, vraiment en mode... pas de germes, pas de bactéries. Et en fait, ils te balancent une dose intense pendant une semaine de chimio, 24 heures sur 24. Pour en fait détruire complètement ton système. Ton système immunitaire, donc. Tout à fait. Pour ensuite, une fois qu'ils réinjectent les cellules qui t'ont pris, ils te prennent des cellules souches et saines qu'ils avaient triées, et de les réinjecter pour qu'ensuite le système immunitaire se recrée, en fait. Ouais. Et donc, ça a été une période que j'ai souvent décrit comme une prison, parce que déjà, il y avait cette isolation, puis ensuite, par la suite, c'est tout un travail en fait de rétablissement, mais il faut prendre des précautions énormes parce que ça prend du temps en fait à recréer un système immunitaire. C'est comme un enfant en fait. D'ailleurs, le jour où ils te réinjectent tes cellules, ils appellent ça le jour 0 et ils fêtent ça comme un nouvel anniversaire, une nouvelle naissance. Donc ils sont venus avec un gâteau. Vraiment les Américains là. Ah ouais, c'était tout le staff qui sont venus dans la chambre. Bref, donc voilà, ça a été fait. Ensuite, on a continué les traitements encore, juste pour s'assurer que tout allait bien. Et en gros, il y a eu à chaque fois une période de rémission. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis des années, ça a été une période de rémission et ensuite récurrence. Ouais. Donc généralement, je faisais les traitements, rémission pendant quelques mois, voire une année. Et ensuite, c'est revenu. Ok. Donc c'est un peu, ça a été un peu le rythme de ma vie sur les 9 dernières années, où en fait il y avait cette rémission et une récurrence. Donc à chaque fois à reprendre une forme de thérapie, que ce soit de la chimio, de l'immunothérapie, qui est aussi une nouvelle forme de traitement. Mais en gros voilà, ça a été un peu ce qui s'est passé quoi. Donc il y avait un peu, comme on peut dire, un répit pendant un certain temps, et après... une nouvelle annonce comme quoi c'était revenu. Et ces rechutes, tu les vois, enfin ils les voient parce que tu as des contrôles réguliers, ou toi aussi tu sens que ton corps, tu te dis attends, il y a un truc qui n'est pas comme d'hab là? Ouais, il y a un peu des deux. Il y a un contrôle régulier, il y a un scanner qui est fait tous les 3 mois, et à côté de ça, c'est vrai que tu commences à sentir des choses, tu prêtes plus attention au corps de manière générale, et c'est vrai que c'est là où c'est un peu tricky, c'est parce que, tu vois, typiquement, certains symptômes qui d'apparence paraissent basiques, au final, tu te dis, mais ça peut être quelque chose de grave, quoi. Donc, il suffit, et encore maintenant, c'est difficile de se détacher de ça, mais il suffit que j'aie un peu une douleur dans le dos, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors que une personne lambda va se dire, bon, voilà, j'ai fait un peu de sport, et... Et en fait, tu vis avec ça. Ouais. Tu vis un peu avec ça. Et je crois que ça fait partie de ma vie, où il y a un peu toujours cette forme d'appréhension dès que tu ressens certaines choses. Et je pense qu'on
quand tu parles avec des personnes qui ont été diagnostiquées, bah, c'est souvent d'apprendre à vivre avec ça, d'accepter en fait bah oui, il y a cette peur liée à une forme de récurrence par rapport à tout ce qu'on lit aussi dans les médias, etc. Et toi, tu l'as accepté, ça Je l'ai accepté en partie. C'est vrai qu'il y a encore des moments où je me fais prendre par le mental, ou comme je t'ai dit, tu vois, en fait, il y a un symptôme qui intervient, et là, si j'arrive pas à me sortir de ce schéma de pensée, bah, ça peut aller très loin, quoi. Ça peut vraiment aller très loin. Et en fait, ça fait un effet nocebo, donc c'est vraiment hyper négatif, parce que tu rentres là-dedans, et en fait, t'es que là-dedans. Donc, le corps, c'est comme pour tout. Si tu veux pas te battre avec la tête. C'est ça. Donc, après, c'est l'apprentissage d'avoir des outils qui te permettent de sortir de ces pensées. Donc, j'ai eu la chance de faire un énorme travail sur moi-même pour m'aider justement à m'accompagner, parce que c'est vrai que au départ, en fait, je projetais tout à l'extérieur, donc je cherchais le sauveur à l'extérieur, que ce soit chez le docteur, chez les amis, chez la famille, pour m'aider. Et au final, le meilleur docteur, c'est soi-même, en fait. Donc, tous les outils et tout ce qui peut être fait, c'est important qu'en fait, ça part de soi-même, encore une fois, de s'écouter, parce qu'au final, on a toutes les ressources en nous-mêmes. Et c'est vrai que on est souvent influencé par beaucoup de choses qui se passent autour de nous, notamment, j'ai passé des années dans le monde médical en tant que patient, et c'est vrai qu'au départ, il y avait tellement une influence énorme sur moi au niveau des docteurs. Voilà, c'est les blouses blanches, ils ont raison sur tout, et le reste, non, c'est pas important. Et petit à petit, tu te rends compte que non, il y a aussi autre chose, quoi. Il y a aussi autre chose, il y a aussi l'importance de s'écouter, il y a l'importance de l'ouverture à aussi d'autres techniques. C'est pour ça qu'après aussi, je suis parti sur des choses plus naturelles, alternatives. Enfin bref, il y a eu... C'est ce qui te parlait, quoi. C'est ça. Mais tu dis que tu as fait du travail sur toi-même. Et tu sais, cette phrase, alors, en 2025, celle-là, on l'entend. Hein. Il faut que je fasse un travail sur moi-même, etc. Mais c'est quoi faire un travail sur soi-même? Tu vois ce que je veux dire? C'est lire les 4 accords de Toltec, ou tu vois ce que je veux dire? Tu sais quoi, je l'ai reçu à Noël. Je l'ai reçu ce dernier Noël, là? Justement, ouais. Purée. C'est marrant, marrant. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est voir un psychologue, je sais pas, dans ton cas là, par exemple, c'est quoi faire du travail sur soi-même? Déjà, c'est différent pour chacun. Bien sûr, je parle dans ton cas, bien sûr. Pour moi, concrètement, ça a été en fait de me poser des questions sur comment j'en suis arrivé là. Okay. Aux États-Unis, à avoir ce diagnostic, à tout ce qui s'est passé dernièrement. Okay. Et en fait, c'est ce processus que tu commences à te poser des questions sur ce pourquoi ça m'est arrivé, et c'est une remise en question en fait. C'est pourquoi ou comment plutôt? Pourquoi et comment, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et c'est vrai que je suis allé dans beaucoup de questionnements, aller rechercher des réponses un peu partout. Donc quand je dis développement personnel, ça a été aussi chercher des réponses sur ma famille, sur des traumas qu'on puisse se produire étant plus petit, tu vois, des choses qu'au final, peut-être j'ai pas fait attention, et ça a joué un rôle. Parce que c'est vrai que maintenant, on se rend compte que, oui, il y a les traumas, notamment dans la petite enfance, qui ont un impact assez énorme, tu vois, sur des problèmes de santé. Donc j'ai commencé à faire cette recherche, à comprendre, à me dire, mais en fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci... c'est peut-être, on a parlé du stress, l'alimentation. Ah ouais. Donc j'ai commencé à explorer toutes les pistes, vraiment. Je suis allé on peut dire un peu dans tous les sens. Mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin de comprendre en fait pourquoi et comment. Et tu avais le temps, hein. Et j'avais le temps. J'avais le temps. Mais donc voilà, en fait, ça m'a permis de changer radicalement, de me comprendre aussi mieux.
par rapport à qui je suis et ce que j'ai besoin, en fait. Parce que c'est vrai, comme j'expliquais, je faisais beaucoup les choses pour les autres par le passé, je pense. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout, quoi. Ouais. Parce que oui, j'avais peut-être une vie sur les réseaux ou quand je parlais avec des personnes, que j'étais aux États-Unis, que j'avais un bon job, etc. Rêver, ouais. Ça fait rêver. Mais sur le papier, franchement, c'était pas le kiff, quoi. En tout cas pour moi. Ouais. Donc c'est toutes ces remises en question de pourquoi j'en suis là aujourd'hui et où en fait j'ai envie d'aller maintenant. Okay. Qu'est-ce que j'ai envie de modifier. Donc pour répondre à ta question, au final ce développement il est venu sur tellement de formats. Donc ça a été de lire des livres. Je suis allé voir une psy au départ. Après j'ai eu des coachs. Franchement, j'ai exploré toutes les pistes du transgénérationnel, de l'émotionnel. Et après, aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de. Il me semble que tu m'avais dit que tu étais allé dans des groupes de soutien ou des choses comme ça, d'autres personnes qui ont aussi vécu la même chose, ou du moins plus ou moins la même chose. Ouais, alors ça, je l'ai fait un petit peu, mais pas trop non plus, parce que c'est vrai que souvent, en fait, ça t'enferme là-dedans. Ouais. Et moi, tu voulais te détacher. Je voulais un peu me détacher de tout ça. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, ces groupes, alors franchement, il y a des groupes qui sont, je pense, super, mais moi, en fait, c'est pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin vraiment de penser à autre chose, de me sortir justement de ce quotidien qui était hôpital, traitement. Et donc, oui, je l'ai fait. J'ai fait des belles rencontres. Mais c'est pas ce dont j'avais besoin. Après, je pense que oui, ça peut clairement... Bon, bah après, ce qui est important, c'est d'aller voir... T'as fait plein de trucs. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, chacun... T'as pris la piste qui ça. t'intéressait. Donc, c'est soit tu vas avoir des groupes de soutien. Moi c'était plus comme je t'ai dit, à poser les bonnes questions, aller voir des personnes qui peuvent m'accompagner, en fait, personnellement, sur tout ce que je suis en train de vivre. Comprendre pourquoi je suis en train de les vivre ainsi. Et ça m'a ouvert de ouf quoi, sur tellement de choses. Et c'est vrai que maintenant, je me sens plus aligné. Enfin, je me sens complètement aligné avec moi-même, avec qui je suis vraiment. Et puis cette personne qui faisait semblant, en fait. Ouais, je vois. Donc, Et t'as dit que, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a eu plusieurs rémissions, plusieurs rechutes. La première rémission, ça se passe comment ? La première émission, en fait, tu fais le traitement, ensuite tu refais un scanner et tu es convoqué dans le bureau du docteur. Et donc là, il te montre les images et il te dit... c'est souvent assez rapide, surtout aux États-Unis, niveau relationnel, c'est quand même pas l'Europe ou la Suisse. Donc c'est très... c'est pas super chaleureux de manière générale. Bon, après, tu vas me dire, peut-être les docteurs, de manière générale, on a un peu cette image. C'est pas super chaleureux. Je pense qu'il y en a aussi des... Ils t'ont fait un gâteau, quand même. Ils m'ont fait un gâteau, mais c'est pas le docteur, c'est les infirmières. Mais en soi, là, c'était l'annonce de la rémission après des mois de souffrance, après des mois d'épreuve. Et là, c'est une forme de joie, mais elle n'était pas complète, en fait. Parce que je sentais, en fait, qu'il manquait encore un élément. Je savais pas pourquoi, mais il y a quelque chose. C'était un feeling ou bien c'était le médecin qui t'a dit non, c'était un feeling parce que le médecin, pour lui, c'était bon, quoi. Ouais, let's go. On était au boulot presque, quoi. C'est ça, et je suis retourné au boulot. Mais moi, il y avait quelque chose qui n'était pas encore. C'était pas encore clair. C'était pas. Pour moi, c'était pas fini. Il y avait encore quelque chose. Mais à ce moment-là, c'est qu'un feeling, en fait. C'est qu'un feeling. Feeling. Et tu dis que tu retournes au boulot. On a dit que, évidemment, c'est sûrement arrivé à cause du boulot. Retourner au travail, c'est comment à ce moment-là ? Parce que tu t'es pas dit, mais attends, il faut que je change de job. Est-ce que tu as changé de job ? Alors, je suis resté dans la même boîte, mais après, j'ai changé de job. Ouais. Okay. J'ai changé de position parce que les voyages et tout ça, c'était juste pas possible. Ouais. Donc j'ai été réaligné sur quelque chose de plus tranquille, plus back-office. Okay. Au final, j'avais pas besoin de voyager et c'était quand même bien plus tranquille. Et en soi, je pense que c'était pas tout de suite... là, au moment où je suis retourné au travail, j'avais pas encore toutes ces ouvertures à me dire non, mais je sais plus du tout ce que j'ai envie de faire. Ouais.
pour moi, c'était vraiment juste important de garder en fait un rythme et d'occuper aussi l'esprit avec d'autres choses. Donc le fait de retourner au travail et d'avoir ce rythme, de voir du monde et de parler d'autres choses, au final, ça faisait un grand bien. Parce que c'est vrai que... tu te redéfinissais comme quelqu'un de pas malade, en fait. C'est ça. Donc, puis rien que d'occuper l'esprit aussi à autre chose, parce que c'est vrai que quand tu as du temps, c'est vite fait que tu penses qu'à ça, en fait. Okay. Et déjà que tu fais les traitements, tu es à l'hôpital, et ensuite, quand tu discutes avec les gens, tu discutes de ça. Donc, le fait d'avoir un peu une forme d'échappatoire à penser à autre chose, c'est primordial, quoi. C'est hyper important. Puis tu reviens, puis tu as l'opportunité de revenir en Suisse, de revoyager à partir de ce moment-là. Ouais, exactement. Okay. Donc à chaque fois aussi, je vais en profiter pour me ressourcer, revenir un peu vers la famille, retrouver un peu la nature, les origines, quoi. C'est vrai que pour moi, ces premières années, autant je voulais peut-être garder cette distance avec la famille, mais autant c'était tellement important pour moi de rentrer, de passer 2 semaines, 3 semaines, justement dans mes origines. Ouais. Je sentais vraiment un bien profond par rapport à ça. Ouais. Et du coup, après, comme on a dit, il y a les rechutes. Depuis le début, tu vois, tu nous as donné quelques pistes parce que tu as dit les médecins ont imposé, tu as dit les traitements étaient trop forts, etc. Du coup, après les rechutes, je pense que tu apprends aussi. Il y a des traitements que tu as refusés. Tu as dit que tu allais vers d'autres types de traitements que tu allais rechercher toi-même. Tu t'es vraiment mis en face d'un gars avec une blouse et tu lui as dit je vais pas faire ça, c'est pas ça que je dois faire en fait. Très clairement, et encore dernièrement, là, il y a même pas 3 mois en fait. Okay. C'est ce que j'ai décidé. Même si, oui, tu vois, par le passé, il y a eu beaucoup de décisions où, en fait, j'ai senti la limite de ce qu'ils avaient à me proposer au niveau conventionnel, au niveau des traitements. Et je me suis dit, oui, il y a une rémission, mais à chaque fois, il y a une récurrence. Donc, est-ce que faut pas aller regarder un peu ailleurs, quoi. Et c'est vrai que je me suis énormément intéressé à tout ce toutes les autres formes de traitement, que ce soit naturel, principalement naturel, en termes de nutrition, en termes d'énergie, en termes d'émotionnel. Et là, c'est vrai que je suis parti, en fait, dans un sens, dans une toute autre direction, mais dans un autre extrême également, à mettre complètement de côté le conventionnel et à partir sur complètement du naturel. Donc ça c'est depuis les 3 mois là, t'as dit? Alors non, ça c'était déjà avant. Ça c'était déjà avant. C'est après, je pense 3 ans où j'ai senti un peu les limites et je me suis, de par ce que j'étais en train d'apprendre, je me suis dit, attends, ça a l'air de marcher également et puis il n'y a pas d'effet néfaste sur le corps, donc autant y aller. Sauf que en fait, j'ai fait tout seul, en fait. Mes recherches, mon accompagnement. Non, je me suis pas quand même planté des aiguilles ou je sais pas quoi. C'est ça que je me disais. Non, c'était plus par rapport aux recherches et savoir exactement quoi faire. Et en fait, ça m'a pris tellement d'énergie parce qu'il y a tellement de choses déjà disponibles. Et c'est vrai qu'on est dans une période où en fait, tu as accès à tellement de choses. C'est génial. Mais ça peut être aussi prenant. C'est comme si tu tapes quelque chose sur Google, tu as vu le nombre de pages que tu peux avoir. Donc, c'est à double tranchant. Et c'est vrai que moi, je me suis pas mal épuisé en fait, à aller dans cette direction. Et alors, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Ça m'a clairement permis de comprendre beaucoup de choses. Après, maintenant, j'ai ressenti... clairement la limite aussi en fait d'aller dans tel ou tel extrême et en fait ce que j'ai vraiment senti et maintenant ce que je comprends de plus en plus c'est de trouver un équilibre parce qu'en fait il y a personne qui a tort ou qui a raison, c'est de prendre en fait le meilleur des deux, c'est vraiment trouver un équilibre parce qu'il y a des choses super qui peuvent se passer dans le conventionnel comme dans le naturel et ce qui est dommage actuellement c'est que en fait on prend un extrême ou l'autre et l'autre est souvent réduit au néant ou à quelque chose de pas bien, souvent le naturel, alors que en fait la combinaison des deux, tu peux faire un accompagnement super, vraiment. Et c'est ce dont je me suis intéressé et c'est pour ça que pour répondre à ta question,
Oui, à des moments, j'ai dit non parce que, en fait, ils entendaient pas mon message de dire j'en peux plus de ce que vous me proposez, ça marche pas ou c'est trop toxique, etc. Et en fait, il n'y avait pas une forme d'écoute de par leur expérience, de par ce qu'ils ont appris, tout simplement. Et je me sentais pas du tout entendu. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit non, quoi, je peux pas continuer à accepter ça. Et encore dernièrement, c'est vrai que on m'a clairement expliqué que c'était l'unique option, en fait, pour moi de guérir. Mais en fait, j'étais pas aligné avec ça. J'étais pas aligné parce qu'il y avait trop de par mon expérience et de par ce qui était présenté. J'arrivais pas à voir en fait le côté positif et tout ce qui pouvait bien se passer. Je voyais plus tout ce qui pouvait mal se passer, en fait. Et donc, ça a été des semaines et des semaines intenses à me poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je fais ? Et il y avait une forme d'acceptation à me dire, bon, moi je vais quand même les écouter parce qu'ils m'ont dit, si tu fais pas ça, la prochaine fois, mon coco, on ne te voit plus. Hein. Et donc là, il y a une remise en question. Mais enfin voilà, j'ai continué à faire le cheminement jusqu'à un moment où j'en ai discuté avec certaines personnes, notamment une personne qui me suit. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que là, je suis en train de me mentir à moi-même. C'est pas en alignement avec moi. Ouais. Oui, je suis en train de faire ce choix par rapport à ce docteur qui est en train de me dire c'est ta seule option. Mais non, enfin, c'est pas possible. Okay. Et à ce moment où en fait, je me suis dit non, mais en fait, j'ai quand même l'autre option, c'est de ne pas les écouter. Il y a une forme de peur qui est montée à me dire mais qu'est-ce que je vais devenir ? Enfin, dans quoi je suis en train de me lancer ? C'est l'inconnu total. Ouais. Et au final, il y a aussi une forme de confiance, une forme d'apaisement à me dire ouais, je me sens quand même mieux en prenant cette décision. Même si j'ai aucune idée du résultat, au moins, je m'écoute. Et c'est vrai que par le passé, voilà, je ne me suis pas écouté sur beaucoup de choses et il y a eu certaines conséquences. Et maintenant, je ne suis pas sûr du résultat, mais au moins, je suis en alignement avec mes choix. Et malgré le fait qu'il y a aussi une forme souvent ce que j'ai ressenti, une forme de pression, qu'elle soit voulue ou non, au niveau du médical. Oui, et même de la famille, je pense. Et de la famille aussi, clairement. Parce qu'en fait, il n'y a que toi qui vis tes douleurs, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et tu vois, typiquement, je me faisais tellement une inquiétude énorme dernièrement à avoir un rendez-vous là, avec le docteur. Et parce que j'avais pris la décision de ne pas poursuivre. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais qui va vivre avec cette décision tous les jours ? Qui va rentrer chez lui et au final, il va voir son gosse et il va m'oublier quoi, à la fin de la journée. Ouais. Le docteur, il est dans cette position. Oui, peut-être que émotionnellement, il est attaché à ma situation. Mais au final, c'est moi qui va vivre avec cette décision d'aller dans cette direction ou pas. Ouais. Donc à un moment donné, merde quoi, faut que je m'écoute quoi. Ouais. Là on parle de ma vie et donc je dois faire un choix par rapport à ce que je pense ce qui est juste quoi. On va revenir un peu à cette partie qui s'est passée récemment, mais en termes de douleur, tu vois, avant tu as parlé des effets secondaires, etc. Est-ce qu'on s'habitue à la douleur ou pas ? Parce que tu vois, moi, en fait, on n'a aucune idée. Je pense qu'un bon 90-95% de la population n'est pas du tout au courant du type de douleur que c'est la chimio, etc., ou les effets secondaires. D'ailleurs, je ne sais pas. Hein, je pense que la majorité des gens ne savent même pas quels sont les effets secondaires d'une chimiothérapie, tu vois. Mais est-ce que c'est des douleurs auxquelles on s'habitue ou pas du tout ? Déjà, premièrement, je pense que chacun a des seuils de douleur différents. Et ça a été prouvé au niveau des gènes. En fait, certaines personnes peuvent accepter une douleur énorme, alors que d'autres, le fait de gratter sur la peau, ça va être une souffrance énorme. Donc là, il y a vraiment des seuils différents. Mais pour moi, personnellement, je pense que j'ai un seuil lié à la souffrance qui est très haut et qui s'est encore plus élevé par rapport à tout ce qui s'est passé.
Et c'est vrai que, alors c'est pas un bon exemple, mais je pense que j'ai souvent attendu, on va dire un peu le dernier moment pour faire quelque chose ou pour appeler à l'aide. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas super parce que tu te rends compte qu'au final, il va falloir faire encore plus de travail pour récupérer ou alors t'as souffert trop longtemps, quoi. T'as allé trop longtemps. Plus longtemps. C'est ça. Donc, je pense qu'on en revient encore à s'écouter. Et dès qu'il y a un peu quelque chose que tu sens qui n'est pas normal, au final, faire quelque chose, quoi, tout simplement. Et encore une fois, t'écouter parce que les seuils sont complètement différents. Après, la chimio en soi, là aussi, chez certaines personnes, ça peut être vécu terriblement. Moi, il y a eu des chimios où ça a été l'horreur. Il y en a d'autres où, au final, j'ai à peine senti. J'ai même pas eu un effet secondaire. Et c'est là, tu te dis, où c'est assez ouf parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en considération, que ce soit l'état du jour émotionnel, si tu es stressé, il y a aussi plein d'autres choses, bon, peut-être qu'on va pas en discuter, mais au niveau de la nutrition, si tu es à jeun, il y a tellement d'éléments qui peuvent impacter le seuil, les symptômes de la chimio, ou même de la souffrance, et donc c'est bien plus complexe. Et tu vois, pour revenir un peu à ce que tu as dit un peu au début par rapport à le stress a joué un rôle énorme, oui, il y a le stress, mais il y a tellement de facteurs en fait. Et on peut pas dire, de manière générale, un cancer, ça vient de juste cela. Un élément, honnêtement, alors peut-être qu'il y en a certains, mais moi je pars du principe que c'est un tout. Il y a plein de choses. Pour moi personnellement, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a le stress, il y a la nutrition, il y a toute cette partie émotionnelle avec certaines choses que je devais libérer, tu vois, juste de parler de certaines choses, parce que c'est vrai que j'étais une personne qui se confiait pas beaucoup et qui gardait beaucoup en soi, donc je partageais pas mes émotions de par des expériences du passé, et en fait tout ce qui reste à l'intérieur, en fait ça peut créer des dégâts si c'est pas exprimé. Additionné à tout le reste, parce que tu mentionnes la nutrition, tu quittes la Suisse, tu vas aux États-Unis où c'est vrai qu'il y a aussi des standards de nutrition qui changent, quoi, et c'est vrai que le voyage, etc., je pense que c'est pas évident de toujours rester. Puis on parle de 2000, de quelle année? 2013. 2013, ouais. Tu sais, est-ce qu'on était déjà hyper conscient par rapport à tout cet aspect nutritionnel? Moi, je trouve que ça fait 6 ans, 7 ans, on est bien, mais c'est vrai que 2013, c'était il y a un peu plus longtemps. Hein. C'est vrai que, après, je pense qu'il y avait déjà pas mal de choses qui étaient faites, mais tu vois, c'est aussi, pour revenir à ça, en 2016, quand on m'a annoncé, pour moi, j'avais aucune connaissance de tout ce qui est alternatif, naturel, etc. Ouais. Je connaissais rien, j'avais même pas de personne autour de moi qui avait eu un cancer. Honnêtement. Ok. Donc, pour moi, c'était... tu découvres. Qu'est-ce que c'est, quoi ? Ouais. C'est quoi ? Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je me suis laissé entraîner par ce qui était en train de se passer. Mais je pense que oui, dernièrement, ça s'est encore plus développé du fait notamment que je pense que le système en lui-même, il n'est pas assez porté sur la personne. Et je parle notamment du conventionnel, où en fait on est tellement rentré sur des procédés où c'est de l'administratif. Et j'en parlais encore dernièrement avec des infirmières où en fait elles m'expliquaient que mais on fait plus vraiment notre métier, quoi. Ouais. Parce qu'en fait ils passent le 3/4 de leur temps à remplir des formulaires pour s'assurer au niveau des assurances, de ci, de ça. Et au final, le peu de temps qu'ils peuvent passer avec leurs patients, c'est ridicule. Enfin, c'est dommage pour le patient, mais aussi pour le soignant, parce que le soignant a également l'impression de ne pas faire le travail qu'il ou elle est vraiment, a été formé pour faire. Et ça, je pense que ce côté relationnel, c'est impactant pour tout le monde. Et notamment, tu vois, les docteurs, moi j'ai eu cette expérience où au final, tu parles de ta vie, de ce qui va se passer pour les prochaines années, et souvent ça dure 5 minutes, 10 minutes dans le bureau du docteur. Et tu sors de là, tu es encore plus stressé qu'avant d'avoir rentré. Parce que
t'avais plein de questions, mais t'en as posé quelques-unes, mais au final, t'en sors et t'en as encore plus. Et t'as pas l'impression qu'au final, il y a eu... Enfin, tu te sens apaisé, ou tu vois, il y a eu... Ouais. Après, je vais pas faire une généralité. Tu vois, c'est ton expérience à toi. C'est ton expérience à toi aux États-Unis. Exactement. Principalement. Exactement. Mais je pense d'avoir parlé aussi avec beaucoup de professionnels soignants, des patients, l'entourage. Il y en a beaucoup quand même qui ont ce sentiment de... C'est limité, quoi. C'est limité. Ouais. T'affrontes quelque chose, mais tu sais pas vraiment ce que t'affrontes, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu sais pas avec quelle arme tu l'affrontes, en fait. Exactement. Ouais. Et encore une fois, je pense que c'est pas pour reprocher à quiconque, mais en fait, le personnel soignant, ils ont pas le temps. Tout simplement, Sous-effectifs. Ils sont sous-effectifs, ils sont débordés. C'est pour ça que, tu vois, typiquement aux États-Unis, je sais pas combien de patients ils voyaient en un jour, mais c'était à la chaîne, quoi. C'est vraiment à la chaîne. Donc après, voilà, c'est vrai qu'au fil des années, j'ai créé cette relation avec le docteur. Et donc, ça a été quand même une relation différente. Mais c'est vrai qu'il faut quelques années pour que quelque chose se crée, où au final, tu établis enfin une vraie relation un peu plus étroite, plus conviviale aussi. Parce que souvent, c'est tellement... Enfin, c'est pas d'humain à humain, quoi. C'est dur à expliquer, mais c'est comme si t'avais un... T'es un client. Alors, aux États-Unis, je l'ai toujours dit, en fait, t'es un client. Ouais. En Europe, t'es un patient. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai souvent eu ce sentiment d'être un client. Du moins, les endroits où t'es allé, quoi. C'est ça. T'as un code barre avec une étiquette sur le bras et on te scanne, quoi. Comme dans un rayon à la Migros. Toi, t'es à combien, toi? Non, mais t'imagines? À partir de 17h, 25%. Je crois qu'au bout d'un moment, t'as un discount. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Et je pense que c'est important. Et j'espère que s'il y a des gens qui vivent ça, ou qui vivent ça avec des gens autour d'elle, j'espère que cet épisode peut un peu aider, parce que des fois aussi, tu as besoin d'entendre l'expérience de quelqu'un d'autre pour te dire « Ah ouais, mais je suis pas un ouf, en fait. » C'est ça. Ça, c'est hyper important. Et en fait, c'est ce que je vois. Et c'est aussi cette transformation que moi, personnellement, j'ai envie de maintenant donner aux autres, c'est de pouvoir partager, en fait, de par cette expérience. Parce que, oui, tu vois, je suis passé à travers beaucoup d'épreuves. Ouais. Et je pense que moi, à l'époque, j'aurais bien voulu avoir ce genre de compagnon, une personne avec qui je pouvais parler de ces choses, mais pas en forme, encore une fois, pitié, etc., mais en forme, tu prends le échange et puis t'es dans le pouvoir de tes décisions. Ça, c'est vraiment super important. Et ça, c'est pour moi la clé de la guérison, c'est d'avoir les pleins pouvoirs et de travailler conjointement avec ton accompagnement, tes médecins, etc. Mais qu'au final, c'est toi, c'est tes choix. Et ça, c'est tellement important, vraiment. Et en fait, je vois maintenant qu'il y a tellement de choses à faire par rapport à ça, que ça soit de justement avoir de lier en fait plus cet accompagnement, que ce soit en forme coaching, etc., pour aider les patients à les accompagner sur que ça soit au niveau d'un cancer, mais ça peut être sur plein de choses. Parce que souvent, quand on a l'annonce, c'est vrai que les proches aussi, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas comment gérer, en fait. Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie d'aider, je sais pas comment. Je veux pas faire un mot de travers, je sais pas comment. Mais tu sais pas. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que la première fois qu'on s'appelle en 2000, je sais pas, tu l'apprends quand, en 2016, ouais. Mais ça devait être quelques mois après le début, enfin quelques semaines ou quelques mois après le début de ton traitement. On se fait ce Skype. Moi, je sais pas du tout quoi dire. Je suis là, je dis, est-ce que je dis une connerie ou pas? Ça devait bien la coupe un peu chauve là. ça te remet en valeur le. Je savais pas que t'as un crâne rond. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, tu plaisantes, mais franchement, au final, c'est important aussi de garder cet humour. Ouais, c'est vrai. C'est tellement important parce que c'est vrai que, enfin, après, je parle pour moi, mais c'est pour ça que je me suis aussi, au final, entouré de gens, au final, qui m'apportaient cette forme
d'humour que j'avais besoin, parce qu'au quotidien, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient drôles, mais l'humour, en fait, fait partie intégrante, doit faire partie intégrante de la vie. Enfin, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis toi, on comprend que l'humour, ça te faisait du bien. Qu'est-ce qui te faisait du bien, à part, bien sûr, tu as fait ton travail sur toi-même, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses... est-ce que des films, de la musique, est-ce que t'es allé chercher aussi de la force dans des trucs comme ça? Ouais, clairement. Là, tu te rends compte, au final, tu reviens au basique, quoi. Ouais. Parce que quand tu vois, en fait... Discman et tout. Peut-être les Discman. Peut-être en Suisse, il y a encore, mais aux États-Unis, on a passé cette étape-là. Mais ouais, clairement, il y a la musique. Moi, après, tu vois, j'ai commencé à utiliser des outils comme une forme de méditation, mais pas la méditation comme on peut... Enfin oui, j'avais commencé à me dire juste, tu fermes les yeux, tu penses à rien pendant 5 minutes. Mm-hmm. Oui, ça c'était au début, mais après, la méditation, c'est sous toutes ses formes. Donc la méditation, c'est en écoutant une musique que tu adores. Ouais. C'est en allant marcher au bord de la mer, trouver des ressources au niveau de la nature. Moi, il y a la nature, en fait, je retrouve vraiment qui est une partie qui me donne énormément d'énergie. Pour moi, la nature, c'est hyper important. Donc, juste aller me rapprocher un peu des arbres ou de l'eau et de sentir un peu ces éléments, en fait, ça m'aide vraiment. Que ça soit aussi avec de la musique ou juste être présent, en fait, avec ce qui est. C'est là que tu te rends compte de ces petits moments qui sont, en fait, tout simples, mais au final, qui sont tellement importants. Et je pense que encore dernièrement, tu vois, où il y a eu un épisode et même par le passé où tu es dans une forme de souffrance, où là, il y a quelque temps, je pouvais plus marcher. Au final, les plaisirs, ils viennent dans les choses simples. Juste le fait de pouvoir remarcher, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors ça paraît tout bête, mais le fait de retrouver le goût de certains aliments, des choses qu'on a souvent pour acquis, où tu te dis, mais au final, c'est rien de spécial. Et c'est là que tu prends des petits kiffs, en fait, tout simplement, que ça soit dans ce que tu peux manger. Moi c'est énormément la nutrition, de me faire plaisir avec ce que je mange, comme je t'ai dit, la nature, la musique, et toutes ces choses. Et chacun doit trouver un petit peu son élément qui fait kiffer, qui permet de s'évader, en fait, du quotidien, de la dureté d'une épreuve qui est en train de se produire. Et c'est important, vraiment, de trouver ces moments. Et encore une fois, dans la simplicité. Ouais. Et du coup, j'imagine que ça t'a mené à changer beaucoup de choses peut-être chez toi et à plus faire comme avant, quoi. J'imagine qu'il y a beaucoup de normalités qui ont dû changer, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui a été... ça n'a pas été difficile. Pour moi, ça a été évident parce que c'était une question... je te le dis clairement, c'était une question de vie ou de mort. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vu par le passé. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, que ça soit au niveau de ce que je fais, tous les jours, du quotidien, mais également de mon entourage. C'est vrai que en fait, il y a certaines personnes qui sont parties de ma vie, dans le sens qui tu fais un peu un tri également, parce que tu te rends compte qu'au final la vie c'est une évolution constante. Donc il y a des personnes qui ont pu t'accompagner pendant un certain temps, mais une fois que tu évolues et que tu passes à autre chose, au final, il y a plus vraiment ce sentiment d'appartenance dans cette relation, et que ça soit une relation avec ma copine ou avec certains amis. Et au début, ça peut paraître un peu difficile de se détacher de ça, parce qu'on est tellement souvent attaché. Moi, il y avait une forme d'attachement par rapport à la relation, donc tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire sans cette relation ou sans cet ami ou ci ou ça. Mais au final, la vie est tellement bien faite que tu fais de nouvelles rencontres et tu passes à autre chose, quoi. Tout passe avec le temps. C'est ça, tout passe avec le temps. Là, on parlait avant de musique ou je sais pas quoi, de films, etc. Si tu devais citer, je sais pas, une ou deux musiques ou je sais pas, peut-être des séries qui t'ont aidé à
je dirais pas qui t'ont aidé à surmonter ce que tu traversais, mais qui t'ont accompagné, on va dire. Alors écoute, la musique, honnêtement, ce qui est assez drôle, c'est typiquement quand j'étais dans ce schéma-là à l'hôpital pendant 4 à 6 semaines. Ah ouais. En fait... Dans ta prison, là, comme tu dis. Ouais, exactement. Ouais. Tous les jours, et d'ailleurs les infirmières avaient l'habitude, c'est que je mettais toujours du Bob Marley. Ouais. En fait, vraiment. Tous les matins, c'était Don't worry, be happy. Ouais, petit joint. Vraiment. Normal. Et en fait, ça me mettait le sourire, et ça mettait le sourire à tout le monde qui entrait dans la pièce. Pas de joint, hein. Non, par contre, il n'y avait pas. Tu pouvais pas, merde. On pouvait pas ouvrir les fenêtres. Merde. Tout qui explosait. C'est ça, les bouteilles de gaz partout. Mais ouais, ça c'était typiquement en fait ce qui me faisait tellement du bien et ça me mettait un sourire énorme. Donc oui, il y a eu Bob Marley. Après, c'est des musiques. C'est souvent une musique qui me faisait du bien. Donc ça peut être soit de la musique un peu plus douce, une forme d'apaisement. Ouais. Alors que tu vois, j'écoute vraiment de tout, que ça soit du rap, de la pop, du blues, du jazz. Donc c'était vraiment un grand mix. Mais autant, souvent, j'avais besoin d'une musique plus douce. Tu sais, un peu ces musiques, pas de café, jazz, bar, mais parce qu'à la longue, ça peut être... Une musique qu'on met pour s'endormir, là. C'est ça. Mais il y avait un... Non, en gros, il y avait... Musique d'ascenseur, un peu, là. Les musiques d'ascenseur. Mais au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Donc, non, pour répondre à ta question... Il y avait, oui, quelques musiques, dont, notamment ce qui m'a marqué, c'est ce Bob Marley, ouais. qui m'a accompagné à un bon moment. Après, au niveau des films, franchement, Ou des séries. Hein, ou des séries. Ouais. Bon, après, je suis directement parti sur des choses qui me faisaient rire. Ouais. Donc après, je suis vraiment allé sur des comédiens, des stand-up. Ah, ok. Moi, il y en a un particulièrement aux États-Unis qui m'a beaucoup plu, qui m'a bien accompagné, c'est Gabriel Iglesias. Ouais. Je sais pas si tu connais, qu'on appelle Fluffy. Ouais. Et ouais, j'aime beaucoup son humour. Donc il m'a amené beaucoup dans des... Enfin, ça m'a permis de m'échapper du quotidien. Ouais. Donc c'est vrai que j'évitais en fait tous les films qui étaient un peu drama, etc. J'étais vraiment plus dans la comédie. Et encore maintenant, tu vois, parce que je pense que ça peut impacter aussi nos émotions et notre état d'être. Donc je privilégie toujours des comédies. Là, tu vois, j'étais encore dernièrement à Paris et de faire un stand-up avec des comédiens, ça m'amène dans une bonne vibe, quoi, de manière générale. Donc c'est vraiment ce que j'ai choisi. Pour revenir, tu as mentionné tout à l'heure, il y a 3 mois, que tu as pris une décision de suivre, enfin d'être aligné avec la décision pour ton traitement. Donc ça explique aussi qu'il y a une... on n'appelle pas ça rechute, on appelle ça comment Alors rémission. Rémission et tu dis pour... La maladie, ouais. Ah, la maladie, c'est une rechute, ouais. Rechute, ok. Ouais. Du coup, t'as été il y a quelques mois, tu disais, t'arrivais presque plus à marcher. Là, aujourd'hui, comment tu vas ? Bah écoute, en l'espace de quelques mois, là, actuellement, ça va bien. Franchement, ça va bien. Il y a eu des épreuves assez terribles l'année dernière. Encore il y a quelques mois, au final. Et c'est vrai que c'est arrivé à un point où, encore une fois, je pense que le corps a voulu me faire passer un message assez intense. Où, voilà, on est arrivé au point où j'arrivais même plus à marcher. Et c'est vrai que je me suis senti un peu un choix à faire, et bien plus profond, dans le sens où est-ce que je continue, quoi, parce que j'étais dans une telle souffrance, vraiment à quelques jours près qui m'en vaut aux soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, c'est juste de prendre des médicaments et tu restes dans ta douleur jusqu'à ce que tu passes, quoi. Ouais. Donc là c'était vraiment chaud. Et bah finalement, tu vois, le fait de voir tout, de vivre ma vie et de voir tout ce qui est possible de faire, c'est ce qui m'a permis, ça m'a donné une motivation à continuer, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où, au final, tu te dis, mais pourquoi continuer à souffrir ? Ouais. Et après, bah, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même des choses magnifiques dans la vie. Et
Et en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place de par cette expérience pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, c'est ce qui m'a permis de continuer, d'avancer et jusqu'à faire ce choix qui était en alignement avec moi-même. Alors, je dois t'avouer que c'était vraiment une décision, encore une fois, compliquée. Je pense que tous les gens autour de moi peuvent te le dire. Mais voilà, quoi, on avance. C'est la vie. Et de prendre certaines actions, je pense que c'est aussi quelque chose d'hyper important, parce que c'est vrai que quand tu n'es pas dans l'action et dans la non-décision, c'est une forme de décision aussi. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi sur les dernières semaines, les derniers mois, où j'étais un peu au milieu, à pas savoir quoi faire, écouter les docteurs ou alors m'écouter moi. Et en fait, cette non-décision prend aussi. Tu fais rien du coup. Tu fais rien et ça te pompe de l'énergie parce que tu penses qu'à ça. Donc c'est remise en question, c'est prendre les pour et les contre, jusqu'à un moment où la vie, c'est aussi des actions. Et des risques. Et des risques. Et donc, de faire confiance, en fait. Parce que j'ai aussi plein de preuves à l'appui qui confirment que si tu t'écoutes, si tu prends une décision qui est alignée avec toi, au final, il y a toujours quelque chose qui va se mettre en place par rapport à ta vie. Et soit tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de découvrir quelque chose de nouveau, et c'est juste de faire confiance. Enfin, j'ai eu tellement d'exemples par rapport à ça qui me permettent d'avancer et de continuer à se dire et de faire confiance surtout à la vie. Et ça, c'est hyper important. Donc, reconnaissant pour tout ça. Très bien. Alors, on va continuer à parler, mais je pense que là, on va plus trop parler on va plus retourner dans la maladie, dans les douleurs, etc. On va essayer d'avancer. Et t'as souvent dit que depuis quelques années maintenant, ce qui t'importe, c'est d'être aligné avec tes décisions. Alors évidemment, je pense que ça s'applique au traitement, mais je pense que ça s'applique aussi aux autres choses de la vie. Et du coup, c'est quoi que tu veux faire maintenant ? Je dis pas forcément ce que tu vas faire, parce que comme on a discuté tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que tu dois clarifier administrativement, géographiquement, etc. Mais c'est quoi qui te ferait kiffer là ? Qui serait aligné avec toi ? Honnêtement, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de projets qui, je pense, vont se mettre en place. Comme je t'expliquais au niveau de l'accompagnement. C'est vrai que là, je vois vraiment, et ça se fait justement avec une personne actuellement qui développe un centre en France, qu'on appelle un centre de santé. En fait, c'est allier vraiment le conventionnel et le naturel. Et tu vois, ça, typiquement, je me vois très bien intervenir dans ce genre de centre pour accompagner les gens et être à leur côté. Il y a cette forme. Après, il y a aussi toute une forme de retraite que ça me parle énormément et que j'ai envie de mettre en place. Donc, c'est vrai qu'on entend actuellement beaucoup de retraites spirituelles ou je sais pas où, yoga, etc. En fait, ça serait faire une forme de retraite où oui, tu vas t'isoler pendant 1 semaine, 2 semaines, et tu regroupes un peu le meilleur de tout, que ce soit l'exercice, la nutrition. Et en fait, parce que moi j'ai pu le voir par le passé, l'impact que ça a en fait quand tu te regroupes avec un groupe de personnes qui sont là juste pour vivre ce moment, ça apporte en fait, et ça t'élève énergétiquement très très haut, et c'est tellement bénéfique, parce que c'est en fait une parenthèse. De un, tu apprends des nouvelles choses, mais également tu te crées un réseau, tu peux partager de tout ce qui a pu se passer dans ta vie, et souvent c'est comme une bulle perchée. Et donc moi, c'est vrai que je sens vraiment l'alignement par rapport à ça, à créer une forme de retraite dans différentes parties du monde où ça regrouperait un peu tous ces éléments. Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres projets aussi au niveau de créer potentiellement aussi une application où justement il y aurait une forme d'équilibre entre tout ce qui est naturel et conventionnel, où en fait tu peux poser des questions
et on te donne des réponses par rapport à ça. Donc en gros, pour résumer, c'est vraiment de faire un peu le pont en fait entre les deux extrêmes. Et ça, c'est mon expérience. C'est par rapport à ce que j'ai vécu moi personnellement, d'être allé complètement dans le conventionnel et complètement dans le naturel, et au final me dire, attends, la réponse est peut-être au milieu, et de prendre le meilleur des deux. Et en fait, c'est là où je vois vraiment le gros potentiel. Et ça peut être fait, comme je t'ai dit, retraite, l'accompagnement dans des centres de santé, ça peut être dans des hôpitaux, s'ils commencent à s'ouvrir un peu à ça. Je ne sais pas trop comment ça se passe en Suisse, mais aux États-Unis, il y a énormément de choses à faire par rapport à ça. Et je pense que les gens, personnellement, ils ont besoin parce que voilà, je trouve qu'il y a des limites dans le système. Et donc, le fait d'avoir cette ouverture d'esprit et rien que d'être présent pour les gens, ça fait clairement la différence. Donc, c'est encore très large. Il y a beaucoup d'éléments parce que j'ai aussi plein d'outils que j'ai appris à utiliser sur les différentes années. J'ai fait aussi des certifications dans l'émotionnel. Donc, ça peut être vraiment un éventail assez large. Et notamment sur plusieurs pays, parce que c'est vrai que j'ai vécu pendant un certain temps aux États-Unis, mais également en Suisse, donc ça serait de développer un peu partout ces différents outils et d'être au service également des autres. En fait, elle est là, cette part de guérison, c'est de pouvoir partager et d'échanger tout ce que j'ai pu apprendre. C'est ça. Ouais. Et tout ce que tu n'as pas aimé durant ces années-là. C'est ça, ouais, de dire aussi, voilà, il y a des choses que si je peux éviter aussi, tu vois, de passer par certaines situations qui peuvent être évitées, où, tu vois, typiquement, à des moments où je me suis senti perdu, où je me suis senti seul aussi, il y a des moments où je me suis senti complètement seul, et si on peut éviter, tu vois, que certaines personnes vivent ça, rien que ça, déjà, c'est super. Et même si c'est pour une seule personne, ça sera pour une personne et c'est super. Vraiment. Il y a une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, donc je vais en profiter maintenant. La spiritualité, est-ce que c'était quelque chose, que ce soit religieux ou pas, je ne sais pas, tu vas nous dire, c'est quelque chose à laquelle tu étais lié avant 2016 ? Oui, non. Et ensuite, est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré dans ta vie ? Oui, non. Et si oui, on dirait un examen. Et si oui, comment est-ce que tu l'as développé ? Comment est-ce que tu l'as nourri, tu vois ? Première question, du coup, avant 2016, spiritualité, oui, non ? S'il y a en dessous de 0, ça serait moi. Ouais, ok. Genre pas du tout, vraiment. Ouais. Aucune. Voilà, j'ai grandi, j'étais athée, donc il n'y avait pas vraiment de. Enfin voilà, on m'a jamais mis dans une religion, et puis j'étais pas du tout là-dedans, et c'est vrai que. Il n'y avait peut-être pas dans l'éducation, clairement. Et puis du coup, c'est vrai que ça fait partie des changements et de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé et pourquoi on est là sur Terre également. Donc c'est là où je me suis intéressé par tout ce développement en fait personnel à chercher plus loin, que ça soit dans la religion premièrement, comprendre un peu des différentes religions. Alors je te dis pas que j'ai lu la Bible et le Coran et toutes ces choses, mais de comprendre en fait. Ok, l'Église parle de ça, le Coran parle de ça, et en fait, tu te rends compte que, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et en fait, c'est ce qui m'a permis d'avancer aussi, parce que j'ai pu remarquer aussi que, voilà, j'étais qu'un personnage. Où j'avais créé aussi une forme d'identité par le passé en étant plus jeune. Ensuite, ça a été la maladie. Et en fait, c'était à chaque fois une forme de masque sur qui on est vraiment. Et c'est vrai que tout ce développement personnel et surtout ce diagnostic, au final, c'est ça qui m'a ouvert les yeux et l'esprit à quelque chose de plus profond qu'au final... Le monde dans lequel on vit, qui est souvent lié à tout ce qui est matériel. Et en fait, il y a quelque chose de plus profond
que j'ai trouvées en fait en cherchant mes réponses. Et en fait, ça m'a permis vraiment d'avancer. Donc la spiritualité. Et après, le mot spiritualité, il est énormément utilisé. Ouais. Je trouve en mode et voilà, je suis spirituel, etc. Et je suis pas complètement fan de ce mot, mais je pense que c'est juste de trouver en fait sa forme de religion, que ça soit Dieu, que ça soit Allah, que ça soit l'univers, tu mets le mot que tu veux dessus, mais en fait de comprendre que t'es jamais seul en fait, vraiment, qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Moi ça m'a permis de me rassurer dans mes peurs. Après j'ai fait aussi tout ce travail de comprendre que voilà, il y a aussi d'autres choses après la mort, et d'apaiser en fait ce sentiment qui, tu vois, ces dernières années où j'étais très proche de la mort, et en fait ça m'a mis dans des situations de peur et d'angoisse, mais une fois que tu comprends que il y a d'autres choses, il y a enfin voir un peu plus loin, et c'est ça qui m'a permis vraiment de m'apaiser. Vraiment, c'est une forme d'apaisement. Donc, tu as travaillé autant, elle a l'air hardcore cette question, mais autant tu as travaillé sur l'aspect vie, mais tu as aussi travaillé sur l'aspect mort. C'est ça, complètement. Ouais. Parce que c'est vrai que ça a toujours. Enfin, je pense que c'est souvent un sujet tabou, la mort. Bah oui. Tu vois, dans ma famille, si quelqu'un prononce le mot mort, il y a tout le monde qui se regarde dans les yeux et dit, tu dis quoi, toi ? Même juste là c'est bizarre, j'ai quoi. soif d'un coup, là, j'arrive plus trop parler. Ouais, tu vois, ça reste un sujet qui est tendu, et souvent. Et je pense que, ouais, enfin, c'est quelque chose dont on a peur, mais au final, c'est à travers l'apprentissage et de comprendre vraiment ce qu'est la mort, en tout cas pour moi, que j'ai appris ce qu'était la vie, en fait. Je sais pas si ça a du sens. Non, ça a énormément de sens, mais en fait, tu sais que comment dire, cette dualité, elle paraît logique quand c'est quelqu'un comme toi qui le dit, tu vois. Enfin, tu vois, on arrive. Malheureusement, je trouve que on est encore trop peu, et je me mets pas forcément dedans, hein, je dis pas ça, mais c'est vrai que souvent on a besoin de vivre quelque chose de grave pour comprendre que, et quand quand tout se passe bien, eh ben on a du mal on se dit qu'on se le fait, mais est-ce qu'on se fait cette réflexion pour de vrai? Tu vois? Ouais, j'en discutais avec un pote dernièrement, et c'est vrai que clairement, il y a des remises en question où il y a un processus d'évolution qui commence quand tu as quelque chose de difficile que tu es en train de vivre. Ah ouais. Et très souvent, rarement, c'est jamais fait quand tout va bien, quoi. Ouais, malheureusement. Et c'est vrai que bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais oui. Quand tu vis une épreuve, au final, c'est soit tu décides de rien faire et de rien changer, mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de changement, généralement, il y a les mêmes résultats, et ça ne va pas dans le bon sens. Dans le bon sens, ou alors que voilà, tu as envie d'aller dans ce sens, mais généralement, c'est une remise en question. En tout cas, pour moi, ça a été une grosse remise en question. C'était soit... tu continues comme tu vis actuellement, mais tu sais où tu vas finir. Ou alors, tu vas un peu dans l'inconnu, mais ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Tu fais confiance. Et c'est vrai que ça a souvent été, encore une fois, quoi, à la limite. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'atteindre cette limite. Enfin, on a... Oui, une forme, on a besoin de vivre ces expériences difficiles, mais je pense que encore ça revient à s'écouter soi-même et à pas aller encore une fois jusqu'à un point comme le mien où soit je pouvais plus marcher, soit j'étais en stage 4, enfin tous ces éléments au final où c'est des fois plus compliqué, où ça prend plus de temps à réparer un peu les dégâts. Après, voilà, certaines personnes sont obligées de passer par là. Moi, je le vis comme... C'est pas que je me
me suis pas écouté, mais j'avais besoin de passer par ces événements, au final, pour être la personne que je suis actuellement. Et voilà. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais que passer par là, ça faisait partie de ton chemin et que ça t'a permis de t'ouvrir psychologiquement, spirituellement, hein, tu nous as dit aussi, etc. Et du coup, là, le Christophe de 2025, alors je pense déjà en 2016, il n'aurait jamais imaginé comme ça, juste si on prend l'aspect psychologique et spirituel. Mais genre, le Christophe de 2025, il dirait quoi au Christophe de 2013, parce que c'est 2013. Quand je suis parti aux États-Unis, et puis 2016, les États-Unis. Exact. Qu'est-ce qu'il dirait le mot qui me vient, c'est écoute-toi. Ouais. Vraiment. Parce que ça, personnellement, ça a été lié à moi. S'écouter soi-même. Et en fait, c'est se donner beaucoup d'amour, dans le sens où. Et ça passe par s'écouter soi-même. En fait, c'est de se faire plaisir. Et de vivre la vie à fond, quoi. Ouais. En fait, vivre vraiment le moment présent. Parce que c'est que dans des moments où, au final, tu vois que peut-être tu vas pas t'en sortir, que tu te rends compte, mais attends, faut que je vive à fond, quoi. Ouais. Parce qu'au final, on sait pas. Ouais. Quand ça peut arriver, je peux sortir, il y a une voiture qui peut m'écraser. Enfin, il y a tellement de situations qui peuvent se passer, donc t'es pas en contrôle de ça. Et donc c'est tellement important, quoi, c'est ce que je dirais vraiment au Christophe de 2013, de suivre ses rêves, ses passions, d'y aller à fond, de vivre le moment présent. Et voilà, quoi. Mais de s'écouter pour de vrai, en fait. C'est ça la différence aussi, parce que tu vois, évidemment, on s'écoute. Évidemment, quand je suis un peu fatigué, si je m'écoute, j'ai pas envie d'aller au fit, tu vois. Mais s'écouter pour de vrai, c'est différent encore. Clairement. Bah là, ouais, t'as touché un point. C'est vrai que, comme tu dis, si t'as pas envie, après, faut faire la part des choses entre est-ce que c'est ton ego qui est en train de te dire ah non, j'ai pas envie d'aller au fit, parce pour enlever tout ce qui est parasite. C'est ça, ouais, c'est les s'écouter parasites. Pour de vrai. Et les parasites, bah ça, tu vois, c'est quelque chose. Ouais. Moi, chez moi, je sais que ça intervient souvent, donc en fait, c'est faire le nettoyage dans tes pensées. Ça, c'est un travail que tu dois faire au quotidien, enfin que je fais au quotidien, vraiment prendre ce qui est juste et ce qui, en fait, comme tu as dit, des parasites. Et comme tu as fait l'exemple du sport, bah oui, souvent, combien de fois on n'a pas voulu aller au sport, finalement on s'est forcé, on y allait, puis au final ça nous a fait tellement de bien. Ouais, bah oui. Il y a souvent des situations comme ça où au final, bah voilà, mais comme tu dis, il faut faire un peu la différence et c'est une forme de tri, vraiment nettoyage des pensées et de revenir vraiment à nos propres besoins et à qui, ce que l'on veut vraiment. Et c'est vrai que par là, c'est un nettoyage. Ouais. C'est un nettoyage. Bon, c'est vrai que s'écouter, c'est aussi se poser les bonnes questions, quoi. Et je pense que ça va par là. Bon, on va pas rentrer dans des choses trop psychologiques non plus. T'as une page Instagram, hein? Ouais, tout à fait. J'avais commencé en fait à créer cette page pour partager en fait ce que j'étais en train de vivre. Ouais. Et donc l'idée c'est toujours des choses qui se passent dessus. Alors écoute, j'avais mis quelques posts il y a quelques mois et c'est vrai que justement je voulais maintenant reprendre le fil et partager ce qui s'est passé dernièrement parce qu'en fait il y a tellement de choses qui se sont produites sur ces derniers mois. D'ailleurs c'est sur cette page que je vois que ça va pas en fait. Enfin quand tu as eu des soucis il y a quelques mois, c'est sur cette page là. Ouais, parce que c'est vrai que oui, j'ai utilisé parce que enfin voilà, de partager
C'est plus facile aussi. C'était plus simple. Tu confrontes à beaucoup moins de personnes. Ouais. Et puis à plus, mais exactement. Moins de discussions, quoi. Exactement. Et au départ, c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi tu partages ça avec tout le monde? Et au final, en fait, moi, ça m'a fait du bien. Ouais. Mais vraiment, hein, tu vois, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais loin de là, c'est vraiment juste de poser tout ça quelque part. Ouais. Alors, c'est aussi fait avec différentes personnes avec qui je discute, mais de le poser quelque part, et c'est une forme de libération, en fait. Et si ça peut aider aussi certaines personnes, bah, tant mieux. Ouais. Mais vraiment, le but, c'est juste de pouvoir partager, de le poser quelque part. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment de venir développer tout ça et de créer un peu du contenu par rapport à toutes ces différentes expériences. Et encore une fois, c'est une forme de partage et d'accompagnement. Et tu vas quand même donner le nom, parce que là, ça fait 4 minutes que tu en parles. Il n'y a toujours pas le nom. Il y a un suspense là. T'as le droit ou pas? Mais oui, bien sûr. Il faut que je demande à mon directeur artistique. C'est Heal with Chris. Donc Heal, H-E-A-L, ouais. with underscore with underscore Chris. On pourra peut-être mettre... Ouais, on mettra alors Heal underscore with underscore Chris. Ouais. Exactement. Ok, très bien. Et puis, donc à toutes les personnes qui sont encore là, je vous conseille vivement d'aller voir cette page. Et si vous voulez aller envoyer un petit message à Chris pour lui dire que vous avez apprécié l'épisode, ou si vous voulez juste envoyer de la force, n'hésitez surtout pas. Ou une petite blague aussi. Je sais pas si mon public il est blagueur. Non, il est blagueur, mais faire une blague. Moi, je peux te faire des blagues, tu vois. Avant, tu vois, tu me dis un truc, je t'ai dit, mais t'as pas pris tes médicaments, genre. Moi, je peux le faire. Mais il n'y a pas de jugement. Je suis ouvert. Eux, ils peuvent te le faire, je sais pas. Si des amis à toi, c'est bon. J'accueille. Ça marche. Chris, je crois, on va s'arrêter là. Hein. On est un peu en freestyle depuis le début, mais on a 1h27. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, tu parles beaucoup quand même. Bah écoute, je sais pas. C'est toutes ces années où au final j'ai pas parlé. Je crois que j'ai besoin maintenant d'exposer. Donc je peux revenir demain Mais tu nous as parlé de s'écouter et bref. Non, pour revenir à quelque chose de sérieux, Chris, merci de ouf d'avoir partagé ça. Moi, ça me tenait à cœur parce que, comme je t'ai dit au début, ce premier call Skype qu'on a fait, je savais pas de quoi parler. Et là, je pense que tu as donné quelques pistes à des personnes, peut-être à des personnes qui traversent la même chose que toi, ou qui ont des proches qui vivent la même chose que toi. Je pense que ça va leur donner une piste, ou peut-être qu'ils vont venir voir ta page Instagram, puis il y a des choses qui vont leur parler. Donc voilà, c'était important. Et puis voilà, on va gentiment s'arrêter là. Tu avais quelque chose à dire Non, bah écoute, ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Encore une fois, tu vois, tu as aussi été une personne importante. Même, tu vois, au début, je me souviens quand tu m'avais envoyé un t-shirt. Je t'avais un mail Xamax, hein. De Xamax, que j'ai toujours. Incroyable. Et tu vois, c'est des... Big up Mike, c'est Mike qui m'avait arrangé. Je me souviens, tu m'avais dit. Et c'est vrai que c'est des petites, mais au final, tellement grandes attentions qui font tellement de bien. Donc, le message, c'est penser à faire ces attentions ou à ces petits mots ou gestes qui paraissent pas très grands, mais au final qui ont quelque chose de très important. Moi, ça a souvent été des choses qui paraissent très petites, mais au final, ça peut être un mot, ça peut être juste un je t'aime, qui au final, c'est tellement important. Donc, si je peux juste vous dire un truc, c'est penser à dire à vos proches et à qui vous aimez combien vous les aimez. C'est important. Ouais, c'est vrai que... Bon, on va repartir ou quoi? Non, mais c'est que souvent, moi, j'ai remarqué que dans les situations où tu sais pas quoi dire, en fait, c'est pas grave. Dis juste un truc, fais juste un truc, c'est mieux que rien. Ça peut être juste un câlin, ça peut être juste un hug. Rien que ça, déjà, des fois, il n'y a pas besoin de sortir un petit message, tu vois. T'envoies une boîte de chocolat, t'envoies n'importe quoi. Même, je sais pas, un truc que la personne n'apprécie pas forcément. Et je parle de vraiment quelque chose, par exemple, la personne n'aime pas du chocolat, t'envoies du chocolat. Je te jure, ça fera plaisir, même Clairement. Si elle n'aime pas le chocolat. Clairement, ça, je te le confirme. Très bien, Chris, merci infiniment. Alors, Heal with Chris, nous de toute façon on va continuer à te suivre et voilà, on va conclure comme ça.
Merci, mon pote. Yes. Ah, mais j'ai pas le produit là, mais il est dans la cuisine, mais je vais t'offrir le cadeau que j'offre à chaque invité. Donc, LVDD, qui est mon partenaire cadeau. Tu vas recevoir un sel pimenté tout à l'heure de la Volonté du Dé. Volonté du Dé qu'on retrouve en ce moment à Manor dans toutes les villes de Suisse romande et aussi sur son nouveau site internet lvdd.ch avec un e-shop qui est au max et plein d'informations. Ah, la grande classe. Bah, tu vois, ça fait un moment, je le suis aussi depuis Miami et justement, voilà. je voulais acheter ces produits, donc voilà. magnifique. C'est pour Bibi. Allez. Super, je te remercie. Et je vais conclure. Donc, toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. On est, je crois, presque officiellement sur l'épisode le plus long du podcast. Et voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à laisser des messages et des commentaires sous la section de sondage sur Spotify, par exemple, ou alors les 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez aussi envoyer des messages sur la page Instagram dedicated_podcast. Vous pouvez écrire à Chris directement avec heal_with_Chris. De toute façon, je partagerai son Instagram. Et voilà, on termine comme ça. Bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.